Un monstre m'a sali pour son plaisir éphémère. Je suis une survivante et il m'a fallu beaucoup de temps pour être à l'aise avec ce mot. J'ai parlé à la justice. On m'a demandé pourquoi je n'ai pas crié, pourquoi j'avais mis tant de temps à parler. Aujourd'hui, pour avoir parlé, j'ai tout perdu. Ces quelques phrases qui, je suis sûre, vous ont glacé le sang, sont extraites de la confession d'une femme violée. Le sujet d'aujourd'hui est donc des plus sérieux, alors arrêtez tout ce que vous faites, posez-vous et mettez le chrono. Il y a violence sexuelle dès lors qu'il y a absence de consentement d'une des personnes impliquées. C'est affligeant. Mais si l'on en croit un rapport des Nations Unies sur les femmes datant de 2015, l'Afrique est championne du monde des viols. Selon ce rapport, aucun continent n'échappe totalement aux violences faites aux femmes, mais l'Afrique possède le taux de viol par habitant le plus élevé du monde. Plus de 37% des femmes, soit plus d'une femme africaine sur 3, auraient subi des agressions sexuelles au cours de leur vie. C'est horrible. Mais le problème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on demande souvent aux victimes de violences sexuelles d'expliquer pourquoi elles n'ont pas résisté plus violemment à leur agresseur. On croit sans doute qu'on aurait protesté plus fortement, mais n'en soyons pas si sûrs. Vous allez très vite comprendre que l'idée qu'une femme face à son violeur, son agresseur, se débatte, hurle de toutes ses forces ou tape avec ses poings n'est qu'une représentation dans les films qui n'est pas conforme à la réalité. Certaines victimes affirment s'être senties figées, bloquées, muettes. Elles disent avoir été incapables de crier, de fuir et de se défendre. Et la question, pourquoi ne pas avoir réagi, peut irriter parce qu'elle est culpabilisante et laisse entendre que la victime n'a pas eu la bonne réaction pour s'en sortir. Elle tend aussi dangereusement à mettre en doute l'absence de consentement de la part de la personne agressée et donc à minimiser le viol. Lorsqu'on est pris par surprise, qu'on a peur pour sa vie, nous sommes programmés à faire tout ce qui pourrait nous sauver la vie. Et ça inclut parfois de ne rien faire. Une partie de la réponse se trouve du côté du cerveau et de ce que les chercheurs appellent la sidération psychique et la dissociation traumatique. Cette situation génère une détresse psychologique immense et le niveau de stress ressenti augmente gravement. Or, le cerveau ne peut gérer cette réponse émotionnelle trop importante et disjointe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le cortex qui aide à assimiler les événements et à prendre des décisions est alors déconnecté de l'amygdale qui reçoit les émotions. L'amygdale continue donc de recevoir la détresse, la terreur et la douleur, mais elle est isolée du reste du cerveau. Ainsi, la victime se retrouve dans un état dissociatif. Eh bien, différentes raisons peuvent expliquer que de nombreuses victimes décident non seulement de ne pas porter plainte contre leur agresseur, mais aussi de taire complètement ce qui leur est arrivé en ne se confiant à personne, y compris à des proches. Certes, la parole se libère de plus en plus, mais nous sommes encore très loin du compte. Chez nous en Afrique, les discours sexistes sont très en vogue. Partout, on insuffle aux femmes l'idée que se soumettre, faire dos rond face à des comportements misogynes, sexistes, voire violents, fait partie d'une culture partagée. Certaines victimes racontent même qu'elles essuient des insultes lorsqu'elles se rendent au poste de police pour porter plainte. L'étendue du phénomène implique de sensibiliser les communautés. Les victimes ne parlent pas parce qu'elles ont peur des représailles ou n'ont pas accès aux services spécialisés. Les troubles du stress post-traumatique, ce qu'on appelle communément TSPT, sont des troubles psychiatriques qui surviennent après un événement traumatisant. Ils se traduisent par une souffrance morale et des complications physiques qui altèrent profondément la vie personnelle, sociale et professionnelle. Un viol, ça crée un traumatisme dans le cerveau qui est visible si on fait une IRM. C'est-à-dire que les conséquences ne sont pas uniquement psychologiques, mais peuvent également être physiologiques, neurologiques, neurobiologiques. Conséquences physiques résultant directement du viol,
ce sont les douleurs aiguës, les plaies du vestibule, la perforation éminale, etc. Ainsi que la possible transmission d'une infection sexuellement transmissible, ce qu'on appelle IST. Conséquences physiques pouvant être ressenties par la suite, ce sont les douleurs chroniques, fatigue intense, maux de tête, troubles digestifs et gynécologiques, palpitations, affections neurologiques, etc. Le viol est certainement ce qu'il y a de plus traumatisant et ce qu'il faut faire, c'est casser les mécanismes qui constituent la culture du viol. On ne demande pas des comptes à la victime sur son comportement ou sa réaction au moment de l'agression. On ne demande pas non plus des comptes sur le temps que ça lui a pris d'en parler ou de porter plainte. Et surtout, on ne l'accuse pas. En espérant que le message est passé, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.